Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner ce matin, c'est avec Frédéric Dabi, directeur général opinion, groupe IFOP. Oui, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. La dernière ligne droite avant la présidentielle, est-ce qu'il y a un risque d'abstention record? Qui sont les indécis? Où sont les dynamiques? Y a-t-il des surprises possibles? À quoi servent les sondages? Faut-il les réduire, les interdire? Autant de questions que nous allons aborder avant de préciser quand même que toute cette semaine, vous entendrez des candidats ou de leur soutien dans un cadre strict d'égalité des temps de parole et d'antenne. Alors, commençons tout de même par l'état un peu des forces, Frédéric Dabi. On le sait, le président sortant est en tête de toutes les enquêtes dans votre rolling, c'est-à-dire le sondage en temps réel, chaque jour. L'écart s'était creusé avec ses poursuivants, puis ça s'est resserré. Avec le recul des enquêtes depuis des années, Frédéric Dabi, est-ce qu'on peut dire que plus on approche du scrutin, plus ça devient incertain, ou alors, au contraire, rien ne bouge dans les derniers jours? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a eu des campagnes présidentielles où tout a été figé très rapidement, parfois même 3-4 mois avant le vote. Je pense à 1988 avec François Mitterrand en tête dans toutes les enquêtes. Plus récemment, en 2007, Nicolas Sarkozy versus Ségolène Royal. Et puis, il y a des élections où ça a bougé jusqu'au bout. Ça a bougé sur qui allait prendre la première place en 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, Patrick, en 2017, comme les choses se sont resserrées dans les derniers jours, dans les dernières semaines, entre les 4 candidats. On a même titré, si je puis dire, on a même analysé le premier tour de 2017 comme une France coupée en 4, avec 4 candidats entre 20 et 24%. Là, ce qui me frappe, c'est la part des Français qui pourraient encore changer d'avis, qui dépasse 25-30%, ce qui est pas un record, mais ce qui est quand même beaucoup. Et puis, on regarde les choses par rapport à l'offre. Donc, ce matin, vous dites qu'il y a encore 20 à 25% dans notre rolling, des c'était Français, 25% vendredi, je crois, qui n'ont pas une certitude du vote, quoi. Qui expriment un vote, qui disent qu'ils vont aller voter, et qui hésitent. Mais tout ça, c'est le produit de l'offre électorale où il y a quand même une tectonique des plaques qui peut se recouper. On peut hésiter entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, entre soutenir Emmanuel Macron et se faire un vote plaisir dans la perspective d'un second tour où le président a toutes les chances d'être qualifié. Tout ça montre que les choses peuvent bouger. Et puis, vous le disiez, la première chose, avant même de regarder le rapport de force électorale, c'est la question qui ne se posait quasiment jamais à une présidentielle: est-ce que les Français vont aller voter? Premièrement, nous sommes dans un cycle abstentionniste jamais vu dans le pays, avec une abstention majoritaire, je dis bien majoritaire, à tous les scrutins à 2 tours depuis 2017. Et puis, depuis la présidentielle de 2007, qui a été l'acmé de la participation, de l'espérance, de l'effervescence face à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, on a vu à chaque scrutin présidentiel suivant l'abstention progresser. Elle restait ténue en 2017 avec 21-22%. Là, dans notre rolling, on est à 29% d'abstention. Alors, ce serait moins... Ça serait record. Ce serait un record. Le record, c'est pour un premier tour. Tout à fait. Le record pour un premier tour, c'est le 21 avril 2002, la fameuse élection qui a permis l'accession de Jean-Marie Le Pen, et le premier 21 avril au détriment de la gauche, où l'abstention avait dépassé 28%, 28,3%. Là, si c'était 29%, et il faut oublier les pourcentages et voir les gens derrière, ça ferait 13 millions de Français, 13 millions et demi, qui ne seraient pas allés voter, qui ne voteraient pas dimanche prochain. Et tout ça produirait peut-être un différentiel de mobilisation entre un camp qui va moins voter, un camp qui va plus voter, des jeunes, des primo-votants, c'est mon sujet, qui ne seraient pas tentés d'aller aux urnes, des catégories populaires qui iraient moins voter, et ça aurait des conséquences sur le rapport de force électorale. Et est-ce que justement on sait s'il y a des camps qui seraient plus impactés, touchés par cette abstention que d'autres? Il y en a un, et on se souvient des élections régionales qui n'ont pas été un mauvais cru pour les instituts de sondage, où l'abstention si forte... Attendez, on va en reparler de ça. Avec grand plaisir. Où l'abstention a été si forte que ça a beaucoup pénalisé le vote RN. Et c'est vrai que quand on regarde la structure de l'abstentionnisme type, c'est-à-dire plutôt des jeunes, plutôt des catégories populaires, des personnes peu diplômées, des petits salariés, des Français de la France périphérique, on retrouve par homothétie, par symétrie, le profil du vote Marine Le Pen aujourd'hui. Mais, attention, 66% d'un côté d'abstention au régional,
29% ou 30% à la présidentielle. Ça serait beaucoup, mais ça serait pas de la même intensité et ça risque de seulement éroder son score, puisque changer complètement le rapport de force. Justement, Frédéric Dabi, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que les sondages se trompent tout le temps et qu'ils citent par exemple les dernières élections régionales où il devait y avoir des régions qui devaient basculer au Rassemblement national et qui n'ont pas basculé? Alors, deux choses sur les deux dernières élections présidentielles avec le rolling, et nous travaillons ensemble, Patrick, depuis ce moment-là. Les rolling ont donné vraiment un rapport de force très proche de la réalité, pour ne pas dire un rapport de force exact. C'est pas le but du sondage, mais de donner des tendances. Les élections régionales, je rappellerai, pour défendre et Sud Radio et IFOP, que nous sommes le seul qui n'avons pas donné la région PACA au Rassemblement national, mais c'est vrai que dans la plupart des régions, sauf la Corse et l'Île-de-France, où le RN est plutôt faible, le score du Rassemblement national a été surestimé, pas au point de ne pas donner la grande tendance de cette élection, à savoir que tous les sortants allaient être reconduits. Oui, est-ce qu'il y a un vote caché qui vous échappe, justement? C'est la question. Oui, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Techniquement, j'ai envie de dire non. Le vote caché, qu'est-ce que c'était dans les années 90 et les années 2000? C'était des votes qui étaient, dans les enquêtes qui à l'époque étaient faites par téléphone, le détail a de l'importance, vous verrez, des votes comme le vote FN qui était sous-estimé. Je raconte souvent cette anecdote. Quelques jours, 2-3 jours après le 21 avril 2002, je fais un sondage de second tour Chirac-Le Pen et Jean-Marie Le Pen sort à 7%. Oui. Il avait fait 2 jours avant, 17%. Parce qu'au téléphone ou en face à face, on n'osait pas, des électeurs ne voulaient pas dire qu'ils avaient voté ou qu'ils voteraient pour Jean-Marie Le Pen ou le Front National. Maintenant, ces enquêtes, notre rolling, ces enquêtes nationales sont faites en ligne. Et je peine à imaginer qu'on puisse mentir ou cacher la vérité à son téléphone, sa tablette. On se libère un peu plus, quoi. On se libère, il y a plus de sincérité. Ouais. Maintenant, voilà, j'ai parlé de l'hésitation, la fluidité des votes Le Pen-Zemmour, du vote Pécresse-Zemmour, du côté de la droite, du côté de la gauche. Il peut y avoir une bonne surprise pour tel ou tel candidat. On peut être chez Jadot le lundi, chez Hidalgo le mardi, chez Roussel le mercredi, et puis se dire finalement le vote utile c'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc les choses peuvent bouger. Le cru plutôt le plus mauvais pour les sondages, c'était 95. On oublie de le dire. Aucun sondage n'a donné Lionel Jospin en tête parce qu'il y avait 2 candidats et toute ressemblance avec la période actuelle est à prendre avec beaucoup d'intérêt. Oui, bien sûr. 2 candidats, Chirac-Balladur, qui se ressemblaient beaucoup sociologiquement. Et il y a eu de la fluidité, de la volatilité jusqu'à la fin. Est-ce que les sondages font l'élection? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Nous sommes dans une société... Il n'y a pas eu de sondage pour savoir si les sondages faisaient les élections. Justement, il y a eu un sondage très très intéressant qu'on avait fait avec le Syntec en 2012, et mon confrère Opinionwell l'a refait il n'y a pas très longtemps. On demande aux Français, est-ce que les sondages d'intention de vote influencent le vote des Français? Oui, à 3/4, donc on se dit que c'est très important. Quelques questions après, on demande est-ce que ces sondages influencent votre propre vote? Oui, 13%. 75% d'un côté, 13% d'autre. L'influence, c'est toujours les autres, c'est pas soi, mais 13%, on va se parler extrêmement franchement, 13%, c'est plusieurs millions d'électeurs. Quand on voit que Lionel Jospin a été éliminé de moins de 200 000 voix, que François Fillon a perdu de 500 000 voix, que Jean-Luc Mélenchon, et il a peiné à s'en remettre, avait été éliminé du second tour à 700 000 voix, on peut se dire que ça a une influence. Mais on va se parler franchement également. Nous sommes dans une société d'influence. Les professions de foi que les Français lisent, l'équipe de campagne, quand c'est arrivé, les émissions de Sud Radio, les débats télévisés, lorsqu'il y en a, tout ça, et puis la socialisation familiale, politique, tout ça, contribue à forger les comportements électoraux. Parfois, on imagine un électeur, une sorte d'idéal type d'un électeur qui ne va pas être influencé, qui va regarder 24 heures sur 24 tous les programmes, qui va opérer une décision rationnelle. Cet électeur est quand même rare. Les électeurs sont soumis à diverses influences. Oui. Est-ce qu'il faudrait interdire justement les sondages dans les 2 dernières semaines? Alors souvent on essaie de trouver des exemples à l'étranger, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas d'ailleurs énormément. Alors dans les régimes autoritaires, les sondages sont interdit. Je raconte souvent l'anecdote de l'IFOP qui a été créée en 1938, quand les autorités d'occupation arrivent en France en juin 40. Une des premières décisions prises, c'est bien sûr fermer un institut de sondage, le seul français à l'époque. Il y avait une loi à une époque,
jusqu'en 2001, où les sondages étaient interdits 10 jours avant le vote. Mais ils étaient interdits de publication, mais pas de production. On ne peut pas interdire à un institut, une entreprise privée de faire... Et ça circulait sous le manteau. Ça circulait. Il y avait vraiment, exactement, vous vous en souvenez, il y avait deux sortes de citoyens. Là, les sondages sont interdits de publication, diffusion le vendredi à minuit, à la fin de vendredi prochain, vendredi minuit jusqu'à dimanche 20h, au moment où nos premières estimations, il faut fiduciales pour Sud Radio, TF1 et Match seront divulguées. Est-ce que la solution d'interdire les sondages va tout changer? Je ne le pense pas. Oui. Venons-en à quelques candidats. Anne Hidalgo, par exemple, elle est toujours très à la traîne dans les sondages. Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas là? Elle a fait un meeting, certains disent que, et on l'a vu, qu'elle était plutôt dynamique. Est-ce qu'elle pourrait essayer d'inverser en fait un peu les choses? Il y a de la fluidité à gauche, on l'a dit. C'est vrai qu'elle est à un niveau d'attention de vote jamais vu pour un candidat, une candidate du Parti socialiste. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans sa campagne. Il y a eu un problème d'espace, puisqu'il y a une gauche social-démocrate qui est chez Emmanuel Macron. Elle a bien fait tactiquement d'attaquer beaucoup le président sortant pour faire revenir cette gauche qui pourrait être rétive à un président qui annonce la retraite à 65 ans, qui conditionne le RSA à des heures de travail. Pour l'instant, on est sur un encéphalogramme plat, mais une surprise est possible. En tout cas, il peut y avoir un sursaut de la dernière minute des... Tout à fait. Des militants socialistes, quoi. Oui, des militants, enfin, ce serait très peu suffisant, plutôt des sympathisants ou du peuple de gauche. Mais c'est vrai que quand on regarde l'électorat de Benoît Hamon, qui avait déjà fait un score très modeste, 6,5%, il va chez Jean-Luc Mélenchon, il va chez Yannick Jadot, une partie non négligeable va chez Emmanuel Macron, et très peu, à peine 10-15%, vont chez Anne Hidalgo. Et du côté de Valérie Pécresse aussi, qui a dit hier, c'est l'heure de sonner la révolte. Est-ce que, même chose, elle pourrait essayer d'inverser un peu les tendances? Je trouve intéressant que vous mettiez en parallèle Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. C'est la même histoire, même si l'intensité des intentions de vote est différente, 2-3% d'un côté, 10, 9, 10 de l'autre, c'est un problème pour Valérie Pécresse d'espace. Où, un peu comme aux européennes de 2019, la droite républicaine se trouve coincée entre un vote de droite qui va chez Emmanuel Macron par légitimisme, parce que c'est un président qui a fait des réformes. Dans notre rolling, il prend 25 à 27% des électeurs de François Fillon, et un vote Fillon plus radical qui va chez Éric Zemmour, et pour la première fois, un niveau non négligeable, 10% chez Marine Le Pen. Il y a un souci pour Valérie Pécresse de trouver un espace et de créer des motivations de vote. Quel est l'intérêt de voter Pécresse aujourd'hui quand il y a un vote de droite radical, un vote de droite légitimiste et réformateur? Mais il y a bien sûr une droite républicaine en France, et son chemin normal, ça serait d'aller chez Valérie Pécresse. Oui, et donc c'est encore possible, quoi, même s'il n'y avait pas cette dynamique jusqu'à présent. Du côté ceux que j'appelle les outsiders, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, là il a appelé au vote utile, et ça a l'air de marcher en tout cas. Il a tout à fait raison. Il faut dire déjà quelque chose, je crois qu'Arlette Chabot l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'il est troisième homme dans une campagne présidentielle. C'est la première fois. Il n'était pas en 2017, dans notre rolling, il a été une fois, je crois, devant François Fillon. Il est monté en flèche dans la dernière ligne droite. Quoi. Là, il est autour de 15%. Il n'est pas dans la marge d'erreur avec Marine Le Pen. Il parle de trou de souris. C'est vrai qu'on a vu au cours des derniers jours des votes en faveur de Fabien Roussel, Yannick Jadot, s'éroder quelque peu. Et il y a une mécanique qui pourrait se mettre en place, qui est que le vote Mélenchon, ce serait le vote utile à gauche pour éviter un troisième 21 avril, une troisième élimination, et pour éviter un second tour Macron-Le Pen. Ça peut être un vrai levier de mobilisation. Lui aussi, je ne l'ai pas dit, pourrait être touché par une abstention plus forte que prévu. Il espère un vote des jeunes, un vote des banlieues, un vote des quartiers. Maintenant, c'est vraiment l'outsider. C'est le troisième homme. Est-ce qu'il va réussir à dépasser Marine Le Pen? Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans nos enquêtes, mais il a vraiment, je dirais, des potentialités de vote importantes. Marine Le Pen, justement, à un moment donné, début de l'année, où il y avait la percée d'Éric Zemmour, on disait que voilà, elle avait tendance aussi à baisser, et elle a retrouvé en fait de la vigueur. Comment vous l'expliquez? Déjà, les Français considèrent qu'elle fait une bonne campagne. Dans notre indicateur hebdomadaire, c'est elle qui mène la meilleure campagne. Au mois de septembre, elle a réussi à préempter le thème du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que c'est le thème maintenant qui structure et qui écrase toute la campagne. Dans une enquête IFOP JDD d'hier, 3/4 des Français considèrent que ça va influencer leur propre vote. Et puis, elle a
réussi une métamorphose de son image. Le mistigris de l'extrémisme a été pris, endossé, volontairement d'ailleurs parfois, par Éric Zemmour, ce qui a recentré Marine Le Pen. Prenons des indicateurs d'image. Une enquête IFOP TF1, un Français sur deux la juge sympathique. C'est assez anodin. Ce n'est pas du vote, mais c'est une métamorphose complète de l'image repoussoire qu'elle avait jusqu'en 2017, malgré tous ses efforts. On a le sentiment, pour 45% des Français, qu'elle a la stature d'une présidente de la République. Rappelez-vous où elle en était, elle était à peine à 20-25% après son débat catastrophique d'entre-deux tours. Et puis, les Français aiment bien les gens qui ont souffert, qui ont connu une sorte de chemin de croix. Et c'est vrai qu'elle a perdu, un peu comme Jacques Chirac en 95, beaucoup de soutien. Elle est apparue extrêmement résiliente. Et puis, c'est vrai que c'est surtout cette présence d'Éric Zemmour qui l'a recentré l'a fait apparaître pour beaucoup comme l'adversaire qui peut créer les conditions de l'alternance face à Macron. Qui a zappé Nicolas Dupont-Aignan. Il n'arrive pas à remonter. Est-ce qu'il peut essayer de retrouver une dynamique, lui? Vous parlez d'Éric Zemmour ou de Dupont-Aignan? Non, Nicolas Dupont-Aignan, justement. Il a également un problème d'espace. Ça a été un candidat qui s'est présenté 2 fois, qui a fait entre 4 et 5%. Là, il a un problème d'espace très net, puisqu'il y a une partie importante de son électorat qui va de manière utile chez Marine Le Pen, une partie assez importante qui va chez Éric Zemmour. Il a une vraie stratégie, c'est drainer une partie de Français ouverts aux théories complotistes, anti-vax, rester sur les questions sanitaires qui restent prégnantes mais qui ont beaucoup reculé dans les préoccupations des Français. Je parle bien du Covid par rapport à la question du pouvoir d'achat. Dernier mot, est-ce que, par exemple, vous disiez tout à l'heure que les jeunes n'allaient pas se mobiliser. Est-ce que Yannick Jadot pourrait déclencher justement un vote écolo chez les jeunes? C'est possible, puisque les jeunes, ce n'est pas une fatalité que les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois à une présidentielle, s'abstiennent. Il est arrivé en 81, en 95, en 2007, que les jeunes votent plus que la moyenne. Là, on est sur une enquête IFOP ANASEJ à 42% des primo-votants qui n'iraient pas voter. Ça serait un record, ça serait un véritable désastre. Mais on sait que les jeunes peuvent se mobiliser tardivement. Aujourd'hui, ils vont chez Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui pourrait bénéficier d'un vote utile chez les primo-votants. L'écologie, alors que c'est... Mais on se souvient que Yannick Jadot avait réussi avec Europe Écologie Les Verts à percer chez les jeunes. Il y a peut-être un problème de notoriété, de connaissance des jeunes de Yannick Jadot qui est à un niveau plutôt faible par rapport aux autres candidats. Mais c'est vrai qu'il peut très bien y avoir une prise de conscience, sachant que même chez les jeunes, la question du pouvoir d'achat a aujourd'hui relégué la question du climat. La fin du monde est reléguée derrière la fin du mois. Merci Frédéric Dabi pour toutes ces explications, directeur général de l'IFOP, et nous en reparlons évidemment tout au long de cette semaine.